Cette semaine, dans le balado, on fait face de nouveau à la justice et on vit un amour impossible. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô, allô. Donc, écoute, on avait droit à un très bon film de procès la semaine dernière, puis on a un nouveau cette semaine. Et j'ai hâte d'en discuter parce qu'autant on pense que c'est la même affaire, sont très différents dans leur genre. C'est comme avoir deux films d'horreur de suite. C'est pas la même affaire nécessairement. Deux slashers de suite. Mais on a un commanditaire cette semaine, Patrick. Ben oui! Les Voyages Laurier du Vallon. Fondé en 1963 par M. Jacques Laroche, Voyage Laurier du Vallon est bien plus qu'une agence de voyage. Avec une expertise qui s'étend sur 3 départements, vacances, congrès et événements, et services aux entreprises, elle se démarque par la force de ses équipes et la diversité de son offre de services. En 2017, l'entreprise a établi un partenariat avec Flight Center Travel Group, un joueur de renommée mondiale dans l'industrie. Alors ensemble, ils présentent une mission commune, vous partagez la passion du voyage. Par affaire ou par plaisir, Voyage Laurier du Vallon vous accompagne dans l'organisation de vos vacances, vos déplacements d'affaires et vos événements corporatifs. Plaçant la satisfaction des clients au centre de chaque décision, leur équipe passionnée s'assure de vous offrir un service personnalisé, et ce, dans leurs 5 succursales de la grande région de Québec et de Montréal. Visitez le laurierduvallon.com, Laurier du Vallon avec 2 L, comme un avion. Ah, ben c'est super. Eh bien, ça tombe bien parce que je suis tranquillement dans les préparatifs de notre voyage estival 2024. Alors, tu retournes en Californie, tu te promènes. On vise Rouen-Noranda. Ah ouais? Ben, un peu moins ils peuvent exotique. sûrement t'organiser quelque chose, analyser un petit avion si tu veux. Mais non, effectivement, oui, on aimerait bien retourner en Californie, un endroit que j'adore. Tu retournerais-tu encore au parc Universal et tout? Ou Bien sûr. Ah ouais? Non, tu peux pas passer à côté de là. Mais j'aimerais visiter les 2 autres studios. Ça fait quand même 4 fois que j'y suis allé et j'ai jamais vu Warner et Paramount. C'est-à-dire que les 2 premières fois, j'étais plus jeune. Là. Fait que, sûrement un manège Top Gun, je peux pas croire. Non, dans ces studios-là, c'est vraiment des studios de films. C'est pas des parcs thématiques. Attractions. Ouais. Il y a juste Universal qui jumelle le cinéma et manège. Donc, fait que c'est peut-être pour ça que mes parents m'avaient pas amené quand j'étais plus jeune. Mais même adulte, faut dire que je pense faire 3-4 studios de cinéma, c'est peut-être un peu trop pour ma conjointe. Ben là, si... je n'ai jamais visité, moi, aucun. J'ai jamais visité un plateau de tournage. Ben, écoute, je dis ça comme si tout le monde l'avait fait, pas si souvent, mais... Et que c'est si accessible que ça. Peut-être qu'avec le balado, on aurait des occasions. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tournages à Montréal. Fait que là, nous autres, faire l'aller-retour pour une entrevue de 15 minutes, c'est lourd un peu. Là. Mais j'avoue qu'il y en a eu à Québec récemment, puis tout, puis on n'a pas tant insisté ou on n'a pas essayé, mais on aurait pu aller ce serait une expérience à suivre, effectivement. Moi, j'aimerais ça qu'on soit des caméos à quelque part. Ouais. Je sais qu'on n'a pas tant de notoriété, mais j'aimerais ça être un figurant dans quelque chose. Il y en a que c'est leur job, je comprends, mais je sais pas, j'aimerais ça. Fait qu'on pourrait être comme un Jay Silent Bob dans Scream 3. Ouais, c'est ça. en arrière, semi-flou, en train de manger une poutine dans une scène de snack bar de quelque chose. Ou on jase de cinéma. Puis, faudrait rentrer en contact avec Troji. Ouais, figurant dans 1995. Ouais, là. Remarque, il tourne-tu à Québec? Ben, il doit y avoir quelques scènes. Sûrement, peut-être. Même ça, je serais prêt à aller à Montréal pour être dans un film de même. Sûrement une salle de cours, mais est-ce qu'il va la tourner à l'Université Laval? Ça, c'est la question. Ouais, puis là, ça dépasse quoi, là? Je pense que je commence peut-être à être vieux pour avoir l'air d'être des étudiants. On va faire du de-aging. Oui, c'est ça, de-aging, c'est 3e rôle en arrière. Fait que là, dans le fond, je sais pas si tu avais des nouvelles sur la grève. Non, vas-y. Non, je n'ai pas nécessairement. Je pense qu'ils recommençaient les pourparlers, puis à chaque fois, ils disent on parle plus, puis après ça, là, on a une rencontre, ça va pas pire. Je pense que c'est beaucoup l'intelligence artificielle qui bug, qui cause problème, qui est un enjeu. Et ce que j'ai lu aussi, c'est beaucoup le partage des revenus sur les recettes de streaming. Okay. Ce que les studios veulent garder jalousement, ne veulent pas partager la tarte. Puis, fait que non, effectivement, tout ce que j'ai lu, c'est que ça négocie encore. Donc, au moins, ça, c'est un bon signe. Mais là, c'est parce que je pensais à ton voyage, parce que là, il y a plus des reports de sorties de films et tout, mais à un moment donné, ça va débloquer. J'espère avant l'été. Puis là, tu checkeras qu'est-ce que Warner, Paramount annonce comme tournage, puis ça va peut-être t'inciter lequel tu vas aller visiter, dépendamment. Effectivement. Si jamais il y a un tournage de Barbie 2 là, qui se fait super vite. Là. Si j'y retourne, je fais les 2. Fait que le choix se pose même pas. Ben écoute, il va peut-être avoir... Ben non, j'allais dire, mais Mission Impossible, je pense pas qu'il tourne en studio, je pense qu'ils sont partout dans le monde. Mais peut-être qu'avec Laurier du Vallon, tu peux te pogner le trajet, puis
visiter les plateaux en Italie, après en Espagne, après en Norvège. Je préfère la tournée Mission Impossible. Oui, le c'est Mission ça. Impossible Tour. Aller monter la petite falaise en Norvège où il jump en moto là, dans le dernier saut film. en parachute inclus. Oui, c'est ça. Ça prend de bonne assurance. Mais on revient à la grève. Effectivement, il y a quand même d'autres productions qui ont été repoussées. Là, fait que c'est comme un château de cartes. Là. Plus ça va aller dans les prochaines semaines, moins que l'entente sera signée. Oui, puis comme on disait, quand c'était juste la grève des scénaristes, tous les films qui étaient tournés, ben, ils continuaient à les sortir parce que c'est pas super important. Ben, pas important. Ça a l'air, mais c'est pas dans la mise en marché d'un film, le scénariste n'est pas la personne qu'on met le plus de l'avant dans des entrevues et tout. Mais puis je me demande même qu'est-ce que ça aurait fait dans le cas d'un réalisateur scénariste là, qui réalise son propre film. Je pense qu'il ferait quand même sa tournée promo en tant que réalisateur et en tant que tout. Fait que, mais là, les acteurs, il y a des films comme ça de l'été prochain, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait fini les tournages et tout, mais dans le cas, par exemple, de Dune, où là, on a vu dernier des reports, je me souviens plus, de début d'année ou du mois de mars, des affaires comme ça, on sent que pour la survie du film, ils peuvent pas tout tasser parce que ça prend des titres quand même, mais pour certains gros titres qui ont dit, ben là, c'est parce qu'on pense qu'on pourrait perdre jusqu'à 30 ou 40% si on n'a pas nos belles faces pour faire des entrevues puis des talk shows. Puis là, le gros enjeu, tu l'as dit, c'est que beaucoup des films étaient en tournage. Les tournages ont dû être arrêtés. Donc, on avait annoncé Mission Impossible 8, Deadpool 3, qui faisait partie des gros canons repoussés. Et là, Disney a annoncé que Blanche-Neige et les 7 nains est repoussé d'1 an, donc de mars 2024 à mai, je pense, 2025, ou en tout cas. Et même chose pour leur long-métrage d'animation Helio, qui semblait bien. Mais ça doit aussi. être pas. Parce qu'en même temps, des fois, des fois, ils doivent faire des petits touch-ups. Des petits touch-ups, des trucs de même. Là. Fait que repoussé également en 2025. Mais lui, il reste en mars 2025? Bonne question. Absolument. C'est ça. Puis, quoi je pensais? Parce que, il y a des films comme... on commençait déjà, en tout cas pour le magazine, à penser aux films du printemps et tout, mais il n'y a pas tant de choses d'annoncer. Puis, on se disait que Ghostbusters est encore mars, mais il ne doit pas être fini de tourner, ce film-là. Il me semble que non. C'était la raison pourquoi il l'avait repoussé de décembre à mars. C'est ça. Fait que mais là, un film qui a autant de bouger. CGI, puis d'effets, puis d'affaires de même... D'après moi, c'est quasiment inévitable qu'en janvier, on va nous annoncer. À moins qu'ils pensent que. Ils doivent avoir une date fixe de genre, si les affaires se dénouent, on retourne rapidement en tournage. Mais sinon, mettons, 1er décembre, on annonce qu'on reporte de X mois. Puis... Effectivement, tous ces films-là. Ils risquent de peut-être bouger. Justement, tu parlais des films de printemps. On a eu droit quand même à deux bandes annonces. Il y a quand même des films qui vont prendre l'affiche. Quand même. Puis moi, 2 qui m'ont donné vraiment le goût de les voir. Écoute, celui, je pense, qui fait le plus jaser, c'est Kingdom of the Planet of the Apes. Donc, la suite à la dernière, plus récente trilogie des Planètes des Singes. Ce n'est plus Matt Reeves qui est aux commandes. Là. Ça va être Wes Ball, qui est quand même un nom cool. Wes Ball, je trouve ça. C'est un joueur de basket, je trouve. Ouais, un peu. Puis c'est pas West, hein, c'est vraiment West. Comme Wes Anderson. Qui a fait surtout les Maze Runner. Ouais. Toute cette affaire-là. J'avais commencé à les écouter. Je trouve que c'était des bons petits films d'ado sympathiques. Puis je pense que j'ai vu les 2 premiers. Puis j'ai juste pas pris la peine d'écouter la fin de la saga. Là. C'est de l'aventure, là, quand même un peu en dessous des Hunger Games, mais intéressant. Fait que ça sort le 24 mai. Fait qu'on se place déjà pour un gros film d'été. Et comme c'est principalement du CGI, du motion capture, en fait, et tout. Je pense pas qu'on va changer la date ici. Je pense qu'on va capitaliser là-dessus. C'est sûr qu'on va... Peut-être, je peux pas croire qu'en mai, ça sera pas fini. Là. Ça sera pas résolu. J'ai l'impression que s'il l'annonce, parce que le film doit être complété. Oui, ça, sûrement. Ça doit être du motion capture qui a dû être fait il y a comme 1 an de ça. Et ça fait 1 an qu'on travaille les effets numériques et tout. Mais... Fait que là, on se rapproche de plus en plus du film original. Du premier film avec le fameux punch et tout. Fait que là, on sent que autant les primates et les singes évoluent, autant les humains régressent. Là, à la fin du 3e, ils commençaient à perdre la capacité de parler. Là, les humains, il y avait cette espèce d'affaire-là. Non, on est vraiment dans cet étisme de Planet of the Apes de 68 là, où les humains sont
captifs, sont prisonniers ou maîtrisés en tout cas par les singes. Puis même dans les personnages, parce que dans le fond, on suit Cornelius, le fils de César, qui était naît mort. Comme à la fin, à peu effectivement, près. c'est ça. C'est ça, je me souviens plus que César il mourait. ou quelque chose. Puis on voit même Laurent Houtan de Planet of the Apes. Ça, son nom m'échappe, mais je pense que c'est le même personnage. Okay, là, ouais. fait que, puis je pense qu'on voit même le coin de la Statue de la Liberté aussi. Il y a quelques plans là, qui évoquent, je trouve, beaucoup le film de 68. Donc, moi, je suis vraiment vendu. Sais-tu si on prévoit une autre trilogie avec ça? Parce que là, ça va être très, très serré à ce moment-là dans le temps, j'imagine. Écoute, moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on va probablement arriver à une revisitation de l'original. Ça va finir en remake. Puis c'est ça. Est-ce que ça serait la conclusion ou on va pousser ça ailleurs après? Je pense que tout est permis rendu là. L'affaire, c'est qu'il faut que le film... Il y a vraiment une solide raison de le faire parce que là, on est tellement avancé dans les prequels. C'est probablement le plus grand succès de prequel qu'on a fait jusqu'à présent. Mm-hmm. Parce que quand même, les premiers Planètes des singes, il y en a quoi? 5, 4? Puis ils sont comme... 5, 6 peut-être même. Puis ça dégénère vraiment en qualité. Oui. Puis là, c'est l'inverse. On augmente en qualité. Fait que, tu sais... je pense que c'est plus réussi que Star Wars, etc. Fait que... mais là, si tu refais l'original... La force de l'original, c'était le punch. Oui, bien sûr. Là, on le sait. Là. Ouais. Fait qu'il faut pas que tu mises juste un peu là-dessus. Il faut que tout ton film soit excitant. Il faut quasiment que le punch soit pas un punch. Un peu. Oui, je suis bien d'accord. Au lieu de mettre ça à la fin complètement, c'est comme non, c'est plus la guerre, le combat. Et ça, c'est si on prend cette tangente-là, parce qu'ils vont peut-être nous surprendre puis arriver avec d'autres choses complètement là aussi. Aller dans l'espace. Ça va être, mais au lieu que les humains descendent, c'est les singes vont dans l'espace. C'est ça. Fait à ta connaissance, ils n'ont pas. Du film de Burton, ça fait tellement longtemps que lui, ça, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. C'est ça, mais ils n'ont pas annoncé une trilogie. J'imagine que le box-office va faire foi de tout. Puis on va y aller un film à la fois. Puis, mais tu sais, je pense que j'avais déjà lu, je crois qu'il y avait quand même une idée. De direction générale pour une trilogie, mais effectivement... Puis ça fait partie des propriétés intellectuelles quand Disney a racheté Fox, qui ont pu acquérir, fait qu'ils veulent capitaliser. C'est sûr que juste avec Avatar, ils doivent avoir remboursé leur achat ou presque. Là. Mais puis là, j'imagine de l'autre côté, ils vont intégrer les X-Men de plus en plus. C'est ça, là, comme à Deadpool et tout. Là. Fait que, ils ramassent toutes leurs affaires. Ils font un Alien, mais pour la plateforme seulement, malheureusement. Non, je pense que c'est finalement, oui, c'est vrai, ils ont annoncé qu'il sortirait au cinéma. Romulus. Oui, tout à fait. Fait que, en tout cas, tant mieux. Fait que vous voyez tranquillement, là, ils se diversifient. Il faut quand même souligner qu'Andy Serkis ne fera pas partie de cette production. Oui, il est producteur, quelque chose comme ça? Non, je pense qu'il n'est pas du tout impliqué. Je pense qu'il est passé à un autre numéro, comme on dit, parce qu'évidemment, ça aurait été bizarre que il refasse un autre personnage parce que non seulement il faisait le capture, mais c'était sa voix également, puis tout. Même chose pour Gollum et tout. Fait que ça aurait été weird. Là. Fait que j'ai pas trop remarqué c'est qui. J'ai vu qu'il y a Kevin Durant que en termes de face nom, pas connue, mais que j'aime bien. Là. C'est un gros fan du Canadien. C'est un Ontarien, mais il est fan du Canadien de Montréal. D'accord. Puis ça me fait rire parce que... Comme Jay Baruchel. Ouais, c'est ça, mais Baruchel vient de Montréal. Kevin Durant, c'est un Ontarien, puis il y en a comme Viggo Mortensen aussi, c'était connu, qui aimait le Canadien, mais plutôt inactif sur les réseaux sociaux, tandis que si tu regardes sur un peu plus Instagram, là, ils postent les buts de Cole Caulfield, des choses comme ça. Puis des fois, tu vois Kevin, Kay Durant, je me souviens plus son nom, puis il a le même nom que le joueur de basket, mais c'est un comédien. Puis il est comme, il dit « Oh, let's go boys, gonna get them », puis tout. Ça me fait rire de voir... C'est cool. C'est pas des vedettes, là. C'est du monde. C'est juste que leur métier, c'est de jouer dans des films puis d'incarner des personnages, mais ils écoutent le hockey puis un T-shirt du Canadien puis cette année, c'est notre année, là, tu sais. D'ailleurs, ça me fait penser, avant de passer à la prochaine bande-annonce, on a quand même raté la plus grande actu de la semaine, qui était le décès de Matthew Perry, qui était un grand fan de hockey aussi. Ah oui, c'est sûr qu'il est plus connu pour Friends, mais il a quand même joué dans quelques films, dont The Whole Nine Yards, qui est peut-être son plus grand succès au cinéma avec Bruce Willis. J'avoue que des fois, Ouais, je pense que oui. Puis il y a une vie rock'n'roll, là. Oui. Il a écrit une biographie, ou je sais pas s'il y avait un ghostwriter ou quelque chose comme ça autour de lui, là, mais en tout cas. Mais oui, c'est ça, je pense qu'il dit, il réécoute des saisons, puis il dit j'étais complètement sous, ou drogué, je sais pas quoi, c'est ça. Puis c'est pour ça que son poids, il varie beaucoup, il disait, dans les saisons de Friends et tout. Là.
Donc, quand même, américain d'origine, mais qui a déménagé, qui a grandi au Canada en bonne partie. J'avais oublié ça. En fait, il a même grandi à Ottawa. Oh, OK. Il est allé quelques années à Ottawa. Et parmi ses collègues de classe au secondaire, il y avait un certain Justin Trudeau. Ah ouais, OK. Ouais. J'ai vu ça passer, quand même drôle. Donc oui, on pouvait voir Matthew Perry souvent au Parti des Kings de Los Angeles. C'était également un fan des sénateurs d'Ottawa. Il y a plusieurs photos qui circulent avec un chandail des Senators. Ouais, souvent l'époque Alfredson était plus intéressante. Donc, quand même, triste fin parce qu'il est décédé. On sait-tu comment un peu? Non, pas la cause. Probablement que c'est son cœur qui a lâché, tout simplement. Là, on ne sait pas s'il est intoxiqué ou pas, parce qu'évidemment, il y avait encore des combats, même. En tout cas, il se disait ça depuis quelques années, mais on verra bien si c'était la réalité. Ouais. Mais je pense que son corps était juste trop magané. Puis donc, décédé dans son spa. Ah, OK. Fait que, voilà. Autre bande-annonce, oui, c'est ça. Ouais, c'est que des fois, ce qui arrive, c'est que ça, c'est arrivé genre en fin de semaine, là, je pense. Ouais, dimanche, c'est ça. je pense. Ouais. Fait qu'on voit ça, on se l'écrit, mais on dirait que quand on arrive au balado, c'est comme, hey, ça fait tellement longtemps, ça fait comme 5 jours. Mais je suis pas mal sûr que vous avez vu passer partout. Là, toutes ça a été la grosse nouvelle du milieu du divertissement. Autre bande-annonce de Fall Guy de David Leitch, qui est un homme d'action, ce David Leitch. Ouais. Il était un des deux, j'ai oublié le nom de son ami, là, 2 anciens cascadeurs qui ont fondé 87 North, la compagnie de production, puis qui ont fait entre autres les John Wick. Ouais. Puis après le premier John Wick, ils sont un peu séparés. Là, je pense c'est pas un bon terme, c'est juste que c'est l'autre qui continue la saga de John Wick. Puis lui, de son côté, Leitch est allé faire Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train il y a 2 étés. Puis là, il arrive avec The Fall Guy qui met en scène des belles faces. Ryan Reynolds, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson. Et ce qui est un peu drôle parce que lui, en tant qu'ancien cascadeur, ce film-là met en scène un cascadeur, Ryan Reynolds. C'est pas Reynolds, c'est Gosling. Ouais, Gosling. Je mélange depuis tantôt, désolé. Ryan Gosling. Puis... qui joue le rôle d'un cascadeur et qui va devoir... Je pense qu'il se retrouve sur le tournage... De son ex, joué par Emily Blunt. Qui est réalisatrice. Puis, à un moment donné, c'est comme un gros film de guerre, d'action, de je sais pas quoi. Puis, Aaron Taylor-Johnson, qui est comme la nouvelle coqueluche, la vedette, est porté disparu. Fait qu'ils disent, toi, t'es un gars d'action, mais en même temps, on se fout de toi. Fait qu'il faut que tu partes à la recherche de l'autre. Ouais. Fait qu'il se retrouve un peu coincé dans une enquête qui peut faire un petit peu Shane Black dans une certaine prémisse là, de se retrouver de même. Ouais, et je trouve qu'il fait très David Leitch aussi parce que c'est John Wick, tant Deadpool, Bullet Train, c'est toujours quelqu'un qui se trouve être mêlé à une histoire encore plus rocambolesque, qui est poursuivi par tout le monde. Je trouve qu'il est très conséquent dans ces thématiques-là. Oui. Moi, il y a une affaire que j'aime. Je suis très curieux de voir le film. C'est un mélange d'action puis d'humour, là. C'est clair que c'est juste ça. Mais c'est une bande-annonce de comme 3 minutes et demie. C'est un peu long, effectivement. Avec Shot to the Heart de Bon Jovi qui joue comme non-stop. Ça arrête pas le refrain repart, ça arrête, ça repart, ça refrain. Fait que c'est un peu trop long, ça me tape ses nerfs, mais je suis capable de voir qu'il y a un produit intéressant, un blockbuster. Là. C'est rien d'autre que ça. C'est annoncé pour le 1er mars. Ouais, c'est ça. Je trouve que l'univers semble... original. Je trouve ça le fun d'arriver avec quelque chose de différent. C'est vraiment des bons comédiens aussi. C'est pas juste c'est pas l'image, mais c'est pas juste des The Rock puis des affaires comme ça. Je pense qu'il y a quand même, quand Gosling discerne bien les projets, puis c'est rare qu'il fait des mauvais films. Comme Emily Blunt aussi, elle est toujours très très bonne dans ce qu'elle joue. Puis tous les deux étant des amoureux du cinéma, je pense qu'on va aimer aussi voir l'envers des décors. Il y a beaucoup de trucs qui se passent sur les plateaux de tournage. Je pense que c'est un peu un genre d'hommage aux cascadeurs un petit peu grandiose. Pas comme Brad Pitt l'avait fait avec Tarantino dans Once Upon a Time in the West, mais qui était aussi même... in Hollywood, excusez-moi. Qui était aussi du rétro. Là. Et si le titre vous dit quelque chose de Fall Guy, c'est inspiré d'une série télévisée du début des années 80. Je pensais que c'était plus des années 70 qui mettait en vedette Lee Majors, qui était l'homme de $6 millions, $6 Million Man, donc qui était son autre grosse série après. Mais c'était une série où on suivait un cascadeur en fait, aussi. Il était cascadeur et bounty hunter, chasseur de primes. Il utilisait ses techniques de cascade de cinéma pour capturer ses proies. Là. Ce qui doit être encore plus intéressant là-dedans, ça veut dire qu'en ouvrant ça comme ça, c'est comme si on avait un genre de prequel peut-être. Probablement, puis là, le box-office fait foi de tout, puis on peut en avoir 12 puis des spin-offs. Fait que super. Tout à fait. Il y a une petite... c'est pas une actu, mais je voulais revenir, on a oublié, sur Five Nights at Freddy's. Oui, bien sûr. Parce que, écoute, on était un petit peu mitigé envers la qualité du film, et là, vous avez peut-être vu passer des critiques.
vraiment pas un chef-d'œuvre. Par contre, le film est en train de faire un coup de circuit au box-office. Il a déjoué les pronostics. Oui, c'est ça. On annonçait un genre de 50-60 millions. Le film a fait 80 millions de dollars à son premier week-end. C'est énorme pour un film d'horreur. Ouais. J'ai pas regardé dans l'histoire des films d'horreur, là, je serais pas surpris qu'on soit pas mal le meilleur premier week-end ou presque. Je pense qu'il y a peut-être It qui était un peu plus gros. C'est vrai, je pense que tu as fait genre une centaine. Là. Mais c'est le plus gros d'octobre, assurément. C'est le plus gros d'octobre et c'est le plus gros de Blumhouse. En fait, j'ai regardé la fiche de Blumhouse Production. Fait que, tu sais, Blumhouse n'ont jamais de films qui ont fait 850 millions de dollars. C'est surtout parce que, comme on disait, leur film le plus dispendieux a coûté comme 30 millions. Puis je me souviens plus c'était quoi, mais c'était vraiment pas un succès. Mais la plupart coûtent comme 5, 10, les fameux Paranormal Activity qui coûtent 400 000 puis qui font 115 millions. Là. Fait que c'est le meilleur premier week-end chez Blumhouse. L'ancien record, c'était Halloween de 2018 qui avait fait 76 millions et qui était le meilleur week-end d'octobre. Donc ici, on vient de dépasser ça. Et en deuxième place, c'est Paranormal Activity 3 qui a fait 52 millions. Fait qu'il y a quand même une grosse marge, mais là, c'est plus serré. Et au niveau du domestique, bien évidemment, le parcours de Five Nights ne fait que commencer. Là. Il y a juste une semaine de fête. Mais il est déjà en 8e position avec 92 millions. Là, en date, là, on est vendredi matin, puis ça va être les chiffres jusqu'à jeudi. Là, pratiquement la semaine pleine. Peut-être qu'il n'y avait pas les chiffres du jeudi. J'ai fait ça assez tôt. En première place, c'est Get Out, qui avait ramassé 175 millions au domestique, donc États-Unis, Canada. Ouais. Et Halloween, 159 millions, qui est en deuxième place. Fait qu'Halloween était pas mal leur plus gros film là, dans le top 3 de toutes les catégories. Puis mondial, on est actuellement en 13e place avec 150 millions. Halloween est deuxième avec 255, puis c'est quand Split qui est en premier avec 278 là, quand Shyamalan était revenu avec des films. Je me rappelais plus que c'était Blumhouse qui avait produit ça. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, peut-être que c'est Blumhouse, mais c'est comme Jason Blum avant d'être vraiment Blumhouse, je sais plus, là, mais en tout cas, dans où j'ai checké, il apparaissait quand même dans la liste. Mais écoute, j'ai pas regardé de pronostic, mais avec une ouverture à 80, il devrait avoir une chute de souvent 50%, tu sais, faire un autre 40. Fait que, il peut se rendre à 150. Après le week-end, il devrait être déjà à 200 millions mondial. Ouais. Il risque d'aller dépasser le 300, peut-être aller frôler le 400, là, dépendamment de la réception internationale. C'est un film qui attire vraiment les jeunes, finalement. Là. C'est ce qu'on pensait, puis c'est ça le succès. Ouais. En tout cas, côté négatif, j'ai entendu certains échos que c'est pas des... Ça fait pas des salles très disciplinées. Ah ouais, hein, ben oui. Parce que là, ça, alors que Barbie rassemblait un peu tous les âges en même temps. Ouais. Là, ici, c'est beaucoup sûr que de s'il y a monde... des adultes qui vont se tenir plus tranquilles, mais s'il n'y en a pas... Du 13-16 ans, il y a du cellulaire au pouce carré puis tout. Là, fait que, tu sais, je veux pas vous décourager... Du popcorn qui revole aussi, j'ai l'impression. C'est ça, là. Je veux pas vous décourager d'aller voir le film. C'est juste peut-être choisir votre plage horaire en fonction de ça. Puis ça, c'est comme tout le temps... tu sais, nous, on back les cinémas et les sorties en salle. Mais pour les cinémas aussi, là, sachez que... C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que c'est très difficile de garder un certain contrôle. Là. Tu t'attends à un certain civisme, puis des fois, il y a du débordement. Puis donc, on peut s'attendre à une annonce d'une suite très bientôt. Ah, c'est certain, c'est certain. J'espère qu'elle sera juste un petit peu plus épouvantable. Ouais, c'est ça, un petit peu plus d'horreur, mais je pense que c'est certain qu'on va rester dans l'espèce de PG-13, là, le 13+, et tout, parce que c'est ça le succès du film. Voilà. Tu as besoin d'ados de 13 ans, finalement. Let's go. T'as-tu autre chose? Écoute, oui, il y avait une troisième bande-annonce. C'est Sapin, nouveau film québécois qui va prendre l'affiche dans le temps des fêtes. Oui, 22 décembre, très collé sur Noël. Oui, tout à fait. Écoute, moi, j'ai bien aimé de ce que j'ai vu. Ça s'annonce une comédie, mais quand même une comédie d'auteur un peu. Oui, là, on n'est pas dans le type 23 décembre, là, fait que sachez-le. Mais donc, on suit un jeune homme qui a une dette et qui doit aller, qui se retrouve à New York finalement, je pense, faire de l'argent facile, aller vendre des sapins de Noël qui se dans le Bronx. Jumelé avec une Française aussi. C'est ça. Fait que ça a l'air assez sweet. Là, on joue avec les comédies romantiques, mais probablement qu'on va jouer un petit peu avec les codes genre aussi. Ouais, puis il y a l'air quelques blagues d'un anglais québécois un peu baboche au travers de ça. Étienne Gallois, je pense, c'est ça le rôle principal. Il prend du village de plus en plus. C'est un visage qu'on voit beaucoup à la télé. Oui, Quessipan, entre autres, a été un de ses gros qui était plus dramatique. Sinon, j'ai écouté Prank en fin de semaine dernière, qui était un de ses premiers rôles. Et c'était un film qui était entre autres coécrit par Éric Kaboulian, ami du podcast. Et toute ce gang-là, réalisé par Vincent Biron, puis toute cette espèce de clique-là. Marc-Antoine Lemay aussi, qui était un des co-scénaristes de Faradar. Puis il me semble qu'il y avait un autre nom là-dedans. Puis tout. Là. Fait que, quand même drôle, c'est un genre d'ado qui arrête pas de faire des mauvais coups puis qui se ramasse avec une gang d'un peu plus vieux, là, un peu
Qui font des trucs Jackass. Hein? Ouais, un petit peu, puis qui se filment, puis tout, là, ce qui se passe plus à l'air. C'est un film de, je pense, 2014. Là, fait qu'il devait être assez jeune quand même. Oui, il est comme le plus jeune, il y a des broches, puis il doit avoir 14 mettons, puis c'est du monde de 16-17. Là, fait que, je vais essayer de revisiter un peu son évolution. Je sais qu'il y avait Avant qu'on explose aussi, qui est aussi une comédie que je jouais là-dedans, qui est aussi un film d'Éric Kaboulian et tout. Fait que ils sont dans cette gang-là, mais là, j'ai oublié le nom du cinéaste ici. Oui, c'est moi, Pierre, Stéphane Moukarzel, qui vient du court-métrage. Je pense que c'est son premier long. Okay. En tout cas, peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, je m'en excuse. Il me semble que j'avais lu que c'était son premier long, là, suite à quelques cours. À suivre. Écoute, peut-être qu'on aura la chance de les rencontrer. Ça dépend. C'est un film qui sort le 22. J'imagine qu'ils vont faire une première quelques semaines avant et tout. Là. Bon. À suivre. Écoute, on attaque les nouveautés. Bien sûr. Débutons avec Priscilla de Sofia Coppola. Priscilla Presley, le drame biographique. Alors qu'il y a 2 étés, on a vu Elvis de Baz Luhrmann dans toute sa flamboyance et les hauts et les bas de la vie du King. Là, on est dans les hauts et les beaucoup de bas de la vie de cette jeune femme, si on peut dire, car c'est un des trucs chocs. Il y avait une bonne différence d'âge. Hein? Puis on dit 10 ans, plus on vieillit, les différences d'âge, à un moment donné, ça a pu prendre d'impact, mais à l'âge où ils se sont rencontrés, ça choquait un peu les mœurs. Réalisé par Sofia Coppola, comme tu as dit, j'ai vu plus de films d'elle que je pensais, que j'avais dit en fin de dernier épisode, mais elle a quand même, je pense, principalement connue pour Lost in Translation et Virgin Suicide. Je pense pas mal, c'est plus gros. Mais aussi Marie-Antoinette de Big Girl, une couple d'autres trucs de Bling Ring, ça fait de même. Avec Cailee Spaeny, qui n'est pas encore tant connue, mais que maintenant, je crois, je pense que tout Hollywood va se l'arracher. Qui jouait entre autres dans Bad Times at El Royale, qui a le genre 25 ans, à peu près 24 ans. Jacob Elordi, un beau gosse qui est dans Euphoria et The Kissing Booth, entre autres, qui lui joue le rôle de Elvis, qui est très crédible. Oui, tout à fait. C'est pas une caricature d'Elvis, c'est peut-être moins... flamboyant. Ouais, en tout cas, j'arrive pas à trouver le terme, là, mais je trouve qu'il l'évoque bien. Je pense, c'est peut-être pas un portrait aussi précis que Austin Butler le faisait dans Elvis, mais quand même intéressant. Mais il y a aussi que c'est qu'il joue pas... en fait, on va en parler. On le voit pas sur scène exactement. Ouais. C'est le Elvis qui rentre à Graceland au manoir. Dans le fond, on commence à 14 ans, la Priscilla Beaulieu. Oui, 14 ans. Et la fille d'un officier américain qui sont basés en Allemagne. En fait, j'ai lu, puis c'est pas présenté parce que c'est pas vraiment un détail, mais c'est pas son père, c'est son beau-père. Son père est décédé alors qu'elle était très jeune. Mais d'accord. Fait qu'ils suivent leur beau-père, le nouveau mari à sa femme, qui est militaire. Fait que là, ils sont basés en Allemagne. Puis elle va rencontrer Elvis, qui est déjà... parce qu'il me semble qu'on le voyait dans le film de Luhrmann, il est déjà... commence à être une vedette, à jouer des trucs déjà établis, mais il faut qu'il fasse son service militaire. Fait qu'il se rencontre là, quelqu'un l'invite au party, Elvis la trouve intéressante, demande à la revoir, fait qu'il se date un peu. Puis, finalement, Elvis retourne aux États-Unis, commence à tourner dans beaucoup de films et tout. Puis, éventuellement, fait venir Priscilla en promettant à ses parents qu'il va le traiter respectueusement. À l'époque. Ouais, c'est ça, 16-17. Lui, il a 10 ans, son aîné. Fait qu'au début, ce qui est un conte de fées d'être avec cet homme, on sent qu'il y a vraiment un amour entre les deux, une certaine passion, puis lui, il réserve beaucoup ça, mais là, elle va se rendre compte que finalement, c'est assez plate la vie à Graceland. Lui, il est toujours en tournage. Il y a des sautes d'humeur de plus en plus, consomme beaucoup, il y a des relations extra-conjugales, des ragots, des potins. Fait que, écoute, pas un spoiler, leur relation n'a pas duré très très longtemps. Le temps d'avoir une fille environ. Une fille environ. Une fille, Lisa Marie Presley. Puis voilà, fait qu'on est vraiment du côté, ça me rappelle un peu ce que Pablo Larraín a fait avec Kirsten Dunst pour faire Lady Di ou Jackie Kennedy avec... j'ai oublié son nom, là, l'autre actrice. Es-tu canadienne? En tout cas. Celle qui est super... Natalie Portman. Oui, Natalie Portman, exactement. Fait que tu sais, c'est un peu... C'est le portrait d'une femme derrière un homme super connu. Ouais. Puis Et leur solitude. Ouais, voilà. Puis, il y a... Priscilla Beaulieu, Priscilla Presley est encore en vie aujourd'hui. Elle a écrit ses mémoires, fait que c'est l'adaptation de ça, de son autobiographie. Fait qu'on est très proche de la réalité, ou du moins de la vision de Priscilla, comment elle veut bien compter cette partie de sa vie.
Vas-y donc, je te Ben oui, passe un écoute, peu. j'allais dire que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que ça nous présente justement le point de vue de Priscilla qui finalement vivait dans une cage dorée à Graceland, prisonnière de la notoriété d'Elvis parce qu'elle ne pouvait pas travailler, évidemment. Elle ne pouvait pas inviter d'amis non plus. Donc, les invités devaient être contrôlés par la gang d'Elvis et tout ça qui avait accès à Graceland ou pas. Puis la garde rapprochée d'Elvis, comme on l'a vu avec Lerman. On voit pas le colonel, par contre, là-dedans, Non. mais tu sais, beaucoup d'affaires étaient gérées par le père d'Elvis, puis c'est du monde très contrôlant, très... tout est découpé au couteau. Ouais, là. Il y ouais. a quasiment des pièces de la maison qui ne peuvent pas aller. Puis en même temps, ça peut pas être autrement quand tu atteins ce statut-là. En fait, ça nous montre aussi l'envers du décor du végétariat. Comment souvent ces gens-là, sont tristes, ne contrôlent rien, vivent beaucoup de pression. Fait que les dérapages, c'est comme pas étonnant. Puis en même temps, c'est une histoire d'amour qui était quasi impossible dès le départ. On mentionne 10 ans de différence. Elle arrive, elle débarque 16-17 ans, donc elle vit sa jeune vingtaine, fin de l'adolescence, jeune vingtaine à Graceland, un peu coupée de tout le monde. Ses parents sont à l'autre bout du monde aussi, en Allemagne. Fait que c'est comme pas étonnant que ça n'a pas fonctionné. Et évidemment, j'ai aimé que ça brosse pas nécessairement un portrait flatteur d'Elvis non plus. On déboulonne peut-être un peu le mythe sans montrer que c'était un grand trou de cul, c'est pas ça du tout. Mais il y avait quand même des zones grises, là, on peut le voir. Autre temps, autre mœurs, un peu. Oui, là, c'est vraiment un homme de son époque. On comprend que Priscilla, c'est un peu la trophy wife. Là. Ouais. Fait que c'était la belle jeune fille qui attendait quand il revenait de Ça ses paraît bien tournées, ses de ses photos, tournages. avoir des enfants avec. Effectivement, je pense probablement qu'il l'aimait réellement. Je pense que son amour était sincère, mais comme beaucoup d'hommes Il était de pas ce pouvoir-là. monogame. Non, c'est ça. Il aime aller voir ailleurs, courailler les jupons. Mais écoute, vraiment solide film. Je trouve que c'est un excellent complément au film de Baz Luhrmann. Tu nous mentionnais d'entrée de jeu que justement la vision de Luhrmann, fidèle à son style, à son esthétisme, c'était très flamboyant, grandiose. C'est le king. Ouais, et ça reflète probablement la vision d'Elvis de ce qu'il vivait, lui, dans cette tourmente-là, alors qu'ici, on est dans un récit beaucoup plus intimiste, introspectif, probablement comme l'était Priscilla aussi. Donc, je vous conseille fortement. C'est vraiment bien. Coppola est une excellente réalisatrice. Tout est en retenue. C'est quand même un film, justement, la caméra est posée, on laisse les comédiens jouer. Ouais. Et d'ailleurs, les deux sont très, très bons. Beaucoup de jeux de regard. Au début, quand c'est une jeune adolescente, elle est vraiment excitée, aimantée par lui. Ouais. Lui qui joue ça avec beaucoup de retenue, plus adulte. Puis ça apparaît juste dans son regard. On le voit. Puis à Venise, à la Mostra de Venise, elle a gagné le prix de la meilleure actrice. Et c'est certain qu'elle a une nomination aux Oscars. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Puis là, c'est ça. Comme on dit, dire qui va gagner, ben là, ça va dépendre une fois qu'on aura le portrait. Là, mais... On y croit à sa transformation d'ado en amour, les hormones dans le piton, tout excité, jusqu'à une femme qui cherche à s'accomplir, à qui va atteindre un point de rupture. Puis oui, c'est vraiment génial. Puis comme tu dis, Elvis aussi est super bon. Puis je trouve ça bien le casting. Il est grand, il a des grandes mains. Genre, elle a l'air d'une petite souris genre à côté de lui. Puis je sais pas si la vraie Priscilla était comme ça, un peu. Puis c'est ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on on est vraiment dans la rupture, là. On se rend pas jusqu'à la mort d'Elvis puis tout. Puis on est dans leur union, finalement, leur rencontre jusqu'à leur séparation. Ouais. Puis j'ai d'autres choses à dire? Moi, j'ai quelques fun facts. Ouais, c'est ça. Ça a été présenté au TIFF aussi, mais pas à Cannes. Je pense pas que le film était prêt. Ben c'est ça, là, la super bonne réalisation, puis vas-y. Puis il y a beaucoup de musique reprise, musique originale, comme je mentionnais, c'est par Phoenix, qui est le chanteur, le leader et le conjoint de Sofia Coppola. Fait qu'elle a fait aussi beaucoup de vidéoclips pour Phoenix et tout. Là, oui, donc faites pas la surprise si vous n'entendez pas de musique d'Elvis dans le film, parce qu'il y en a pas. Et si la bonne raison, c'est qu'Elvis Enterprises n'ont pas donné leur ils n'ont pas dû vous aimer ça, eux autres. Là. Ben, en fait, c'est ce qui est sorti cette semaine. Lisa Murray était vraiment en maudit contre le film. Elle a écrit à Sofia Coppola. Pour elle, c'était vraiment un travesti de son père, de l'image de son père. Elle l'a vu avant de décéder, comme? Elle n'a pas vu le film, mais elle avait lu le scénario. OK. Parce qu'elle a dû lire le livre de sa mère. Ben évidemment, c'est sûr. Donc, Priscilla, elle a cautionné le film, évidemment, mais on sait qu'il y avait une relation tendue entre la mère et la fille avant le décès de Lisa Murray l'année dernière. Donc oui, et je pense, et je la comprends aussi parce que ça doit être difficile pour une enfant de voir l'image de son père comme ça.
probablement une image qu'elle ne connaissait pas parce qu'il est décédé, elle était très jeune, fait qu'elle n'a jamais vraiment connu un Elvis alors qu'elle était adulte. Fait que tout ce qu'elle a, l'image de son père, je pense, c'est d'un père qui était aimant, qui s'occupait d'elle quand elle la voyait, qui la gâtait. Mais comme tout enfant, il y a tout un côté derrière nos parents qu'on ne connaît pas, évidemment, toute la relation adulte. Oui, puis en vieillissant, on découvre certains pans, jamais tout. Mais là, elle a pas eu la chance de faire ça avec lui. Fait que je pense que ce côté-là, je pense qui est très normal là, de ses réactions à ce moment-là au film, parce qu'évidemment, on n'aime peut-être pas découvrir le côté sombre de nos parents. Puis aussi, d'habitude, on dit qu'on lave son linge sale en famille. Fait que là, mais là, il lave. Tu as choisi un peu, d'une certaine manière, d'être dans l'œil du public. Là. Je comprends qu'on n'est pas... C'est pas parce que tu deviens une vedette qu'on a le droit à connaître toute ton intimité, mais là, c'est un peu deux vedettes, puis là, c'est ça. Mais tant qu'à moi, elle aurait dû être affectée dès le roman, genre, compte pas ta vie privée, puis tout. Mais Puis, ce qui est intéressant quand même dans le film, on retrouve vraiment, on parlait des thématiques tout à l'heure, David Lynch, Coppola aussi revisite beaucoup ces mêmes thèmes. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de liens avec Lost in Translation, Marie-Antoinette surtout, d'une femme qui arrive dans un univers complètement étranger, qui va vivre avec un homme plus vieux qu'elle aussi. Même si dans Lost in Translation, il n'y a rien de romantique, mais il y a un rapport quand même avec quelqu'un de plus âgé. Marie-Antoinette, c'est quasiment la même histoire que Priscilla et Elvis, là. Elle se trouve mariée au roi d'Arriver à la quelqu'un cour. m'a parlé du film, justement, je le connaissais. Je m'en souvenais même pas, j'avais pas souvenir de ça avec Kirsten Dunst. Qui était une jeune reine, finalement. Donc, tantôt, je pense que je réalise, j'ai dit quand je parlais de le film sur Lady Di, j'ai dit Kirsten Dunst, mais c'était Kristen Stewart. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, bref, Priscilla, film super intéressant. Vous aimez Elvis, vous aimez cette période-là, la culture populaire. Je pense que c'est absolument à voir. Oui, puis moi, ça me donne envie également. Ça me donne envie de revoir le film d'Elvis. Ouais. J'avais quand même apprécié, mais qui m'avait un peu... J'avoue que le jeu de Tom Hanks et ses prothèses, tout, c'était un peu too much, mais c'est vraiment le style Lerman. Je pense qu'il faut le prendre comme... un milkshake dans les années 60 avec la cerise et trop de sucre, là, tu sais. Fait que, je serais curieux de revisiter. Et Sofia Coppola, je pense que c'est ça. Il me manque un espèce de 10 ans de film, 15 ans. Je dois avouer que moi non plus, j'ai pas tout vu. Mais oui, puis sinon, Cailee Spaeny, qu'on va pouvoir voir dans le prochain Alien, on en parlait tout à l'heure, donc elle sera dans ce film. Est-ce qu'elle fait un xénomorphe? Un petit xénomorphe? Est-ce que ça sera peut-être Sigourney Weaver de ce nouveau film-là? Je sais pas. Est-ce qu'elle mourra après 15 minutes? À découvrir l'été prochain. Certes, c'est un visage qu'on va voir dans plusieurs films dans les années à venir. Voilà. Retournons au tribunal avec le procès Goldman, drame judiciaire de Cédric Kahn, qui est un homme du monde du cinéma français bien établi, autant acteur que cinéaste. Mais que je dois avouer que j'ai vu aucun de ses films auparavant, mais c'est un nom que je connaissais. Oui, c'est ça, je le sais. On est plus dans le cinéma d'auteur d'une certaine manière, là. C'est pas des grands blockbusters et tout. Avec plein d'acteurs que, écoute, je connais pas. Majoritairement des mecs. On est en 1975. On va suivre un militant d'extrême gauche, Pierre Goldman, si ma mémoire est bonne, son prénom, qui a avoué être l'auteur de plein de braquages, sauf qu'il est accusé d'avoir tué 2 pharmaciennes lors d'un de ces braquages-là, dans une pharmacie. Et ça, il le nie catégorique, que ce braquage et ces meurtres-là, il n'est pas associé à ça. Si je comprends bien, il a été un peu accusé. Il a écrit un livre en prison. Ouais. Et suite à ça, on a comme réouvert le procès. Et le film commence à peu près à ce moment-là. Et déjà, on parlait du film en tant que tel, pas juste le comparer à Anatomie, mais on est en salle d'audience à 97% du film. Sinon, on est des fois quand ils prennent les repos puis qu'ils retournent dans sa cellule, mais il n'y a pas il n'y a pas de reconstitution des événements. C'est lui qui se défend. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est quasiment en contradiction avec ses avocats sur la manière dont il aimerait se défendre, puis tout. Il attaque beaucoup plus, lui, sur des angles de racisme, puis que la police est contre lui, puis qu'il y a une certaine machination, puis des choses comme ça. Parce que sa défense, c'est comme non, ça t'as juste l'air fou quand tu parles de ça, mais il s'entête. Il y a le côté conventionnel qu'on a découvert dans les procès français d'un peu tout le monde crie puis parle un peu quand ils veulent. C'est chaotique. Il y a un certain moment, même le juge rappelle le monde à l'ordre parce que là, même les gens dans la foule se lèvent pour dire ben oui, j'étais là, puis il y a ça. Ça devient un peu absurde. On comprend que le personnage est très caractériel, mais surtout une très bonne verve. C'est très éloquent. C'est ça. Il sait comment puncher. Exact. Mais il compte beaucoup son histoire là-dedans. Même lui, il trouve ça absurde. Il y a plein d'affaires dans le système judiciaire qui est contre.
monde, puis qui disent mais non, il faut juste parler des faits, puis c'est ça. Il y a certains témoins qui pourraient vraiment lui donner son innocence, puis il refuse de les faire appeler parce qu'il est comme ça n'a pas rapport qu'il soit là, je donne jamais de nom. Fait que tu sais, il y a comme de l'orgueil mal placé un peu des fois. Là, comme non, j'ai une parole, puis c'est ça. Fait que c'est un homme très fort de ses convictions, très intelligent. Mais c'est ça. Mais c'est une affaire très méconnue au Québec. Là. Tout à fait. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce personnage-là ni de ce procès. J'ai lu cependant que je pense que c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Je vis ça moi aussi. Ouais, j'allais dire. Ben, oui, qui est le compositeur de Céline Dion, entre autres. Et de Bossu. C'est Notre-Dame. De Paris. Avec, il est souvent avec Plamondon. Oui, c'est ça. Oui. Dans ma Camaro. Donc, c'est le film temps qui a des été procès présenté et non le temps des cathédrales. Voilà. Film qui a été présenté à Cannes 2023, le dernier Cannes, à la sélection de la quinzaine des réalisateurs, des cinéastes. Oui. C'est ça. Fait que, bref, sur papier, ça a l'air super plate. Puis c'est super le fun. Il n'y a pas de musique. Il y a une tension, pareil, pas une tension de psycho, là, mais tu sais, tu veux suivre les événements, il y a un bon rythme. C'est ça. Ouais. C'est un film de monsieur qui parle au tribunal puis qui crie, mais c'est captivant. Oui, tout à fait. J'ai adoré l'esthétisme, justement, de nous présenter sous cette forme-là. D'ailleurs, c'était très volontaire. J'ai lu une entrevue avec Cannes qui disait qu'il ne voulait pas mettre de musique, ne voulait pas aller dans les flashbacks. En fait, il voulait que le spectateur soit comme un juré. On est assis là et on regarde comment tout ce procès-là se déroulait. Puis, en même temps, au côté esthétique, on sent visuellement, il y a comme un côté très vieillot un peu, là, tant dans la direction photo, peut-être on a l'impression d'être dans les années 70. Flash, c'est un cadrage carré. Ça fait quasi documentaire un peu. On dirait que ça a été filmé en 70, puis ça se passe en 70, fait que c'est vraiment une bonne mise en abîme et tout. Là, Fait qu'un film super intéressant d'un sujet que je ne connaissais pas. Encore là, je m'explique mal pourquoi que cette personne-là est comme devenu un visage... Il était comme un défendeur de la gauche. Puis je pense que le film est redevenu... son histoire fait que le film devient encore pertinent aujourd'hui. Parce que ces histoires-là de racisme, lui, il était à gauche, il était très ouvert. C'est un ancien intellectuel qui s'est juste mis à faire des crimes, des vols, mais que justement, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais fait de mal à personne. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres films qui nous présentent que quand tu te fais quand même braquer, ça laisse un certain traumatisme à ces gens-là, mais en tout cas, physiquement, il n'aura pas fait de mal. Mais c'est ça, fait que pour la gauche, c'est un homme qui a marié une femme noire, puis tout, fait qu'il était vraiment ouvert, là, puis dans les années 70, puis du racisme en France, il y en a autant qu'ailleurs et tout. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, écoute, j'ai vu qu'il était soutenu par Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Simone Signoret. Donc, quand même des personnalités médiatiques de la culture française là, très critiques de leur société. Donc, fait que c'est quand même un pan de l'histoire intéressant à suivre. Puis, que j'allais dire, donc... par contre, il y a certaines controverses parce que la veuve de Pierre Goldman est comme sortie un peu contre le film, là, en fait, parce qu'on joue un peu quand même avec les véracités puis les événements. En fait, le film présent, il ne faut pas prendre pour du cash comme tel, là, parce que c'est pas une retranscription de ce qui s'est passé. C'est un film, donc quand même une part de fiction, mais c'est surtout un mélange des deux procès ensemble. Donc, il y a des éléments incorporés du premier procès qu'on a mis là-dedans, probablement juste pour créer des tensions dramatiques puis avoir une certaine progression de récit. Là. Mais reste que ça peut être quand même une porte d'entrée après ça vers aller lire un peu plus sur le sujet. Là. Puis j'avais quelques fun facts intéressants sur le film. Les figurants, quand ils ont été choisis, ils étaient zéro au courant de ce qu'ils allaient voir. C'est ça, tu as vu ça toi aussi. Une technique de tournage parce qu'ils réagissent beaucoup, ils applaudissent. Oui, il y en a qui sont pour un peu plus c'est pas la défense, mais en tout cas, ceux qui sont du côté policier puis ils pensent qu'il est coupable, puis d'autres qui sont comme donc, non, il est innocent. On avait juste dit quel groupe vous jouez, vous identifiez à ça, puis après ça, en les filmant, ils ont choisi les meilleurs. Fait qu'ils tournaient dans l'ordre chronologique pour qu'il y ait une évolution du procès. Fait que c'est comme, c'est des réactions naturelles. Oui, c'est évident qu'il est, bien dit, blablabla. Fait que, c'est cool. Comme, là, c'est que tu l'appliques à tous tes figurants puis ta foule, mais c'est une technique qui va être utilisée des fois aussi dans des... Tu sais, certains films d'horreur ou des sauts ou des affaires que tu préviens pas le comédien que tu vas faire X affaires.
des fois, il y a des débordements dans ces techniques-là. Ici, c'est vraiment pas le cas, mais des affaires de Ouais, tu veux créer non-respect de la personne pour vraiment... la réaction réelle, là, une première fois sur pellicule. Et on retrouve aussi au générique Arthur Harari, qui est aussi un comédien et scénariste, dont co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Alors, tout est dans tout. Oui, c'est vrai. Ben oui, Ben oui. C'est vrai, la semaine dernière, on disait qu'il allait être dedans. Il fait quel personnage? Il fait l'avocat de Goldman. OK, l'autre principal, ouais. Puis c'est quoi, Ariel Wartalter qui fait Pierre Goldman. Il est vraiment excellent. Je serais curieux de le voir dans un autre film jouer quelque chose de différent. Je serais quasiment une comédie romantique. Puis je serais, OK. Ouais. Donc, film très solide. Si vous aimez le drame judiciaire, l'histoire française, procès Goldman, ça a été une belle expérience. J'ai vu, il est déjà super bien coté partout et tout. Parfait. Dans les autres sorties, j'ai vu Les Délinquants, une comédie dramatique de Rodrigo Moreno. Alors, tu t'es farci un autre 3 heures. Oui, un 3h10 ici, mais écoute, on est rendu habitué. Là. C'est comme première fois que tu cours 20 km, c'est tough, mais si tu le fais après à toutes les 2 semaines, il n'y a pas de trouble. D'abord, c'est le représentant de l'Argentine pour l'Oscar du film international. Fait que c'est ce qui a piqué ma curiosité. J'aime bien voir du cinéma étranger et encore plus quand on sait déjà qu'il y a un certain plus-value, si on veut, à le voir. Il avait été aussi présenté à la Semaine de la critique à Cannes. C'est un employé de banque qui va voler ses employeurs, donc va voler la propre banque où il travaille, un peu en cachette, sans utiliser d'armes ou quoi que ce soit. Puis il va aller voir un collègue de travail qui est comme un peu un genre de ses seuls amis, mais tu sais, plus amis de travail, mettons. Puis il va y faire un deal, genre, garde l'argent. Moi, j'ai checké ça, cache l'argent. J'ai checké ça, j'ai juste à faire comme 3 ans et demi de prison. Dans le fond, c'est 6 ans, je vais sortir après bonne conduite. Puis après ça, on sépare l'argent. Puis c'est pas tant d'argent que ça, c'est pas comme 60 millions. Puis tout, c'est juste assez, c'est l'équivalent de ce qu'on gagnerait si on travaillait encore 25 ans à banque. Yep. Mais c'est juste ce qu'il faut pour, après vivre notre vie, là, on se fera pas chier, excusez-moi, à travailler dans ce job plate-là à jamais. Fait que je fais un sacrifice de 3-4 ans de ma vie, puis après ça, c'est cool, tu sais. Sauf que finalement, ça va pas être aussi simple que ça. Les deux qui se connaissent pas tant que ça vont se retrouver un peu mêlés, ils n'ont pas pensé à plusieurs ramifications que le crime va avoir. Écoute, tu l'as dit, le film, c'est 189 minutes, 3h10. Est-ce que c'est justifié ou... c'est sûr que ça aurait pu être plus court. Si tu t'en tiens juste à l'histoire, mais on est dans le développement des personnages, c'est un film qui prend son temps, mais qui aime prendre son temps. C'est pas parce que la personne n'est pas capable de faire ça plus serré. À un moment donné, il va en forêt pour aller cacher de l'argent dans le bois. Tu aurais pu le montrer en 1 minute, on le monte en comme 8 minutes, on filme des rochers, on filme des arbres, il est content, tu comprends qu'il profite de peut-être son dernier moment de plein air, puis etc., qu'on va revenir plus tard en flashback pour voir qu'est-ce qui s'est plus passé dans ces affaires-là. Fait que c'est le film de braquage le plus soft, là. C'est pas un thriller, c'est ça. Mais je dirais que c'est un drame, mais tu sais, il y a des moments dans le drame qui deviennent drôles. Fait qu'il y a des petits côtés qui me faisaient penser à, moi, les frères Coen. Okay. J'ai lu des critiques, des choses qui faisaient des référents à des trucs que je connais pas. Fait que je pourrais pas, là, tu sais, le grand cinéma suédois puis des affaires des années 70, je ferais pas de comparatif, je le sais pas. Mais il y a un petit ton que... C'est pas aussi intense que Fargo, mais tu sais, à un moment donné, dans Fargo, c'est un peu ça. Il pense qu'il est en contrôle, fait kidnapper sa femme, puis voir la rançon, puis l'affaire est facile, mais tu sais, tout part en vrille, là. Fait que pas aussi comédie noire que ça, mais il y a des petits moments de même. Mais tu sais, il y a aussi des scènes où ils font la rencontre d'étrangers, puis ben finalement, ils passent une demi-heure. Ben pour nous, ils passent une demi-heure à jaser avec eux de tout et de rien, puis à les connaître, puis à peut-être les revoir ou puis jamais les revoir, puis tout. Fait que c'est vraiment un moment de cinéma, tu sais. Autant, le 3h30 de Scorsese, c'était comme ça avance tout le temps, il y a de l'histoire, il y a un événement. Lui, ils vont comprendre qu'eux, ce qu'ils s'attendent, c'est d'avoir une espèce de liberté financière dans 3-4 ans. Puis surtout qu'il y a un des deux qui se fait un peu mettre là-dedans malgré lui puis qui peut pas vraiment en sortir. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être pas ça, la liberté, où ils vont peut-être trouver d'autres choses en chemin là-dedans. Puis, un des trucs, la prison, c'est pas aussi facile qu'en théorie. Hein? Hey, si j'allais en prison, là, je deviendrais ripped, là, je ferais du sport, mangerais mes repas, je pourrais pas avoir de tricher en mangeant du chocolat, ce serait malade. Ben oui, première affaire que t'apprends, tout le monde veut te péter à la gueule, puis il faut que tu te défendes. Puis fait que, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans. Fait que c'est sûr que je le sais que ça doit pas jouer sur beaucoup d'écrans.
ça va pas. Déjà, il y en a plein qui sont écœurés des longs running time, mais j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Je pense pas que c'est un film grandiose, mais il y a énormément de qualité dans ce film-là. Puis c'est ça, je trouve que c'est un film que je l'ai écouté, ça fait peut-être 3-4 jours, puis je continue à y penser encore. Il y a des trucs qui sont restés. Ouais, pas super mystérieux, mais juste. OK, c'est vraiment le parcours de deux humains qui se croisent puis qui se décroisent, puis l'évolution là-dedans. J'ai vraiment aimé ça. C'est monté, c'est ça, de manière assez lente. Et surtout le fun, parce qu'en même temps, l'Argentine non plus, c'est pas un pays qu'on a souvent. Ouais, qui se rend pas tout le temps ici, effectivement. C'est l'occasion de découvrir cette voilà. filmographie. Les délinquants, je me souviens plus du titre original de Delinquences, là, quelque chose comme ça en espagnol ou de Delinquents en anglais. Autre film, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'avais des films ben trop longs à écouter. La Chambre des merveilles, un drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, une grande vedette là, bien établie du cinéma, entre autres connue pour son fameux Un gars, une fille avec Jean Dujardin à l'époque. Son fils de 12 ans tombe dans le coma, fait que convaincu que ça va l'aider à sortir du coma, elle trouve un carnet que lui avait fait qui était comme une genre de bucket list, une liste de souhaits et d'affaires qu'il voulait faire. Fait qu'elle dit hey, si je réalise ces choses-là pour lui ou en son nom, probablement que ça va lui donner le courage de sortir de ça. Fait que c'est une adaptation d'un roman de Julien Sandrel. C'est très touchant sur l'amour maternel. Une femme qui a été trop occupée pour s'occuper de son fils puis qui là, réalise un peu ce qu'elle risque de perdre ou le temps qu'elle a manqué. Des scènes un petit peu grandes dans certains événements qu'elle doit faire, mais l'amie est très convaincante puis touchante dans cette espèce de mère courage là, qui perd pas espoir puis qui est débordante d'énergie comme on la voit souvent dans ses castings en général. Là, et quelqu'un de très verbomoteur et très animé. Donc, un drame de bons sentiments, un peu larmoyant. Exactement, mais on dit que c'est très bien fait dans ce que c'est. Ça va pas révolutionner le cinéma, mais si vous voulez être right in the feels, être touché dans le sentiment et verser des petites larmes à certains moments, le film est très bien fait, très bien appuyé. J'ai pas noté, mais tu sais, Lisa Azuelos a fait plusieurs films. Elle a fait entre autres la bio de la chanteuse, justement... c'est-tu hispanophone ou argentine qui a fait carrière en France, décédée tragiquement. Oui. Dalida. Dalida, voilà, c'est ça. Non, c'est pas argentin, c'est... Grec, je pense. Oui, grec, absolument, ouais, t'as raison. Fait que elle avait fait ça. Elle avait fait le premier, il me semble, c'est elle, LOL, qui était avec Sophie Marceau, puis qui avait été repris aux États-Unis... Laughing Out Loud, de relation mère-fille. Elle a fait plusieurs films de relation mère-fille puis de genre de coming of age et tout. Fait que, une réalisatrice super établie. Écoute, c'est tout, grosso modo, pour cette semaine. C'est bien en masse. Les prochaines semaines vont débouler. Là. Tu sais, décembre va se calmer jusqu'à Noël. Mais là, on approche, on leur dit à chaque semaine, du Thanksgiving. La semaine prochaine, le 10 novembre, il y a genre 5 sorties. Le 17, il y en a comme plein d'autres. Le mercredi 22, il y en a des grosses, dont Napoléon. Puis le 24, il y en a plein. On a Rue, entre autres, au Québec. Donc, la semaine prochaine, écoute, je sais pas c'est quoi qui se démarque le plus. Les Marvels, qui peut-être que le monde est tanné, mais je calcule quand même de voir le film, surtout qu'il va être un des plus courts. Fait que est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On le découvrira. Alexander Payne, qui fait un hommage aux comédies dramatiques de bons sentiments des années 70 dans sa facture, dans son jeu avec Paul Giamatti et tout, de Holdovers. Que j'aime bien, La Passion de Dodin Bouffant, qu'on va enfin voir, qui représente la France aux Oscars, film de nourriture et qui a décoiffé Anatomie d'une chute dans la sélection. Avec Juliette Binoche, je crois, que j'aime bien Juliette. Puis que c'est peut-être une des raisons aussi qu'il y a déjà un parcours international très, très fort. Au Québec, Les Rayons Gamma, c'est le retour de Henri Bernadet, je pense, lui qui avait fait à l'ouest de Pluton. Ça, on dirait que j'ai comme envie de voir plein de films pour me mettre me préparer pour ces films-là. Mais est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Écouter les 30 Marvel. Oui, c'est ça, parce que là, on s'en souvient pas de l'histoire. Non, ça, je pense pas que je vais faire ça. L'Océan vu du cœur, le documentaire au Québec, là, un peu le genre de suite à La Terre vue du cœur, qui est une des la dernière présence au cinéma de Hubert Reeves. Comme s'il était tout le temps au cinéma, mais en tout cas, la dernière dans quelques documentaires, bref, d'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercial-monciné.ca. On vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais l'envie vous prend de faire un braquage, pensez-y 2 fois.